Bienvenue à Rouler, mais pas sur l'or, ce podcast sur l'autoproduction, où ce que... En fait, littéralement, j'ai échangé des heures de temps supplémentaires que j'ai pas chargées contre le matériel qui nous filme en ce moment. Que tu soutires des ressources à Juste pour rire, ça me fait tellement de bien. Et en passant, c'est nos ressources. Oui! Juste pour rire, c'est des subventions. C'est nos BNL. C'est à nous tout ça. C'est à nous. C'est tellement genre comme... On n'a pas assez de placards dans ce building pour tous les squelettes. C'est malade. Il y a un truc qui est arrivé quand je suis venu faire le podcast de Laurent Paquin. C'est très bon, en passant, je te l'ai dit, mais il sort très bien. J'espère qu'il n'y aura pas de controverse sur celui-là. Moi, j'espère que oui. Ouais. Parce que c'est bon, la controverse. Si tu es d'accord, c'est pas grave. Oui, absolument. Ce qui est déplacé, c'est quand il y a une controverse, mais tu t'es mal fait comprendre ou tu t'es mal exprimé. Absolument. Mais s'il y a une controverse, voici ce que je pense, il y a des gens qui pensent l'inverse. Définitivement. C'est ça. Mais quand je suis sorti, il y avait des itinérants qui étaient couchés devant. Oui. Puis il y avait beaucoup de mépris. Puis ce que je trouvais particulier, c'est qu'eux, et Juste pour rire, c'est pas si différent que ça. Non. C'est des gens qui ont besoin de l'aide de l'État. Oui, absolument. Sont à la bonne place. Voilà. À notre entrée. Pour aussi, je trouve ça terrible de... ouvre la porte. Ouais. C'est pas... Il y a personne. Ben oui. Ça te dérange qui? Oui, absolument. Hey, tu serais surpris la quantité de fois où des fois, je fais juste rentrer, puis quelqu'un vient me voir, en fait. Puis c'est pas tout le temps des itinérants. Des fois, mettons, c'est des gens qui nettoient la rue ou quelque chose. Fait comme genre, hey, tu travailles Juste pour rire? Je suis comme, oui, cool. Puis là, il me fait son 5 minutes. Ouais, man. Ça arrive vraiment souvent. Pour de vrai, là, genre, comme qui est juste comme open mic, let's go, genre, ce gars-là a la clé, ce gars-là a les accès pour aller au Saint-Denis, man, puis ça commence, puis je les laisse tout le temps finir. Je veux tout le temps l'entendre. Moi, j'adore ça, là. À quel pourcentage c'est bon? C'est vraiment très mauvais. Est-ce que c'est pas tête, ça se passe pas bien, je les réfère tout le temps en fait aux open mic. Je leur donne les noms par contre. Moi j'ai une cassette faite pour ça, puis genre je les traite autant comme quelqu'un qui vient me voir après un show pour me dire j'aimerais ça faire de l'humour. 9 fois sur 10 c'est pas vrai. 9 fois sur 10 il s'y fera jamais. Mais mini respect de genre comme on le sait pas, je vais te dire c'est quoi, m'a donné les vrais trucs, puis arrivera ce qui arrivera. Quelqu'un me l'a dit. Moi Guillaume Pinot me l'a dit dans le temps, puis ça donne que je les ai suivis ces trucs là. Fait que genre comme puis je suis pas un deuxième Guillaume Pinot. On a deux carrières très différentes, mais genre comme non, c'est ça, tu respectes les gens. Vous êtes gentils. T'as le même rêve que moi. Les deux, vous avez de la rigueur. Mon chum. Oui, absolument. C'est là, en plus, Guillaume Pinot, des fois, on en parle, c'est un peu le prince d'une catégorie d'humour, pour de vrai. C'est un homme blanc aux cheveux bruns qui raconte sa vie. Oui, exactement. Non, c'est une grosse catégorie d'humour en plus, mais genre, Guillaume Pinot, c'est un peu le prince dans le sens que c'est sur bien des listes, c'est le gars qu'on appelle en premier. Puis après ça, t'as à peu près comme 15 personnes au même niveau que genre, bon, Guillaume peut pas. Allons-y avec ces gars-là dans peu importe l'ordre, genre. Puis c'est le fun parce que c'est tous des gars qui gagnent très bien leur vie. En plus, c'est vraiment extraordinaire. Puis comme il y a vraiment beaucoup de demandes, c'est des humoristes de corpo, c'est un humoriste de bac à faire. Mais Guillaume a quelque chose qui fait que, genre, comme, petite coche au-dessus. Guillaume, on l'aime. Oui, absolument. Je l'ai vu au gala Juste pour rire de Jean-Thomas Jobin et Rita Baga cette année. Puis honnêtement, je trouvais ça le fun parce que ça détonnait beaucoup du reste du casting aussi. Puis il était capable de tout péter en ouvrant. Cool. C'est dur de faire des galas cette année. C'est une place des arts pratiquement vide. Puis. Une compagnie qui a eu des troubles dans les dernières années. Quelques-uns. Mais là, on n'est pas pour là pour parler de production, on est là pour parler d'autoproduction. Fait que je t'avais écrit, en fait, pour te dire que, c'est ça, on a fait un documentaire. Concrètement, on a fait un documentaire, on a décidé, en fait, de se programmer des shows nous-mêmes parce qu'on n'était tous pas bookés dans les festivals. Puis ça s'est bien passé, le booking, et ça s'est bien passé, ces spectacles-là, en majorité. Mais aussi des moments très documentaires, dans le sens que c'est pas comme un film où tout se passait bien, puis ça allait bien finir, puis le dernier show, ça allait être le meilleur. Il y a eu le meilleur show de notre vie dans cette tournée-là. Il y a aussi des moments de tension particulièrement intenses, et j'ai le goût qu'on parle de ça, parce que je pense que t'aimes faire de la scène. J'adore ça. D'amour, mais tu détestes certains moments que tu as vécu sur scène aussi. Oui, mais j'exagère. Moi, dans la vie, en général, j'exagère tout. Autant j'aime... C'est que c'est dur à vivre. C'est humiliant. Oui. C'est que tu vis un mauvais moment et des gens se sont déplacés et sont déçus. Quand ils te l'expriment avec leur visage et certaines fois avec leur bouche. Oui. C'est drôle, ça. Puis ça, c'est quand ils se déplacent, en plus. Oui. En fait, toi, t'es un bon exemple d'autoproduction pour moi, en fait, j'ai l'impression, parce que je vois beaucoup tes événements circuler. En fait, j'ai très hâte de voir ton heure. Un de mes grands regrets dans la vie, c'est d'avoir raté ton 30-30 avec Colin, parce que je trouvais que c'était un pacing qui se complétait vraiment très, très bien. Oui, je me souviens de ça, c'était trippant. C'était sûrement un très bon spectacle pour de vrai, mais j'ai remarqué aussi que tu as des salles qui ont l'air de t'affectionner, puis tu autoproduis tes spectacles directement là-bas, puis tu remplis tes salles en général, mais tu commences à avoir un bon réseau d'endroits, en fait, qui te permettent comme ça de bien vivre de ton art, puis de rejoindre, de connecter avec tes fans.
Nous, on n'a pas ça. Et ça a été intéressant, en fait, de se pointer à des places qu'on ne savait pas quoi s'attendre. Des fois, c'était complètement plein et le meilleur show de notre vie. Puis d'autres fois, en fait, littéralement, c'est arrivé. On a débloqué une salle qu'on nous a offert de 1000 places à Rivière-du-Loup, la grosse salle des one-man shows, des tournées, puis tout. Et il y avait 21 cégepiens. OK, il faut mentionner, Rivière-du-Loup, c'est dur à remplir. Oh. Mike Ward a de la misère à Rivière-du-Loup. Sérieux? Alors... ça me fait du bien ce que tu dis. Et je le mentionne parce qu'il en a parlé dans ses podcasts. OK. C'est pour ça que je suis à l'aise. Yes. C'est tough, Rivière-du-Loup. Oui. C'est tough. Lise Dion remplie, gloire à elle. Oui. Mais c'est pas tout le monde qui est Lise Dion. C'est pas tout le monde qui est la Alexander Ovechkin de l'humour. J'ai décidé que Lise Dion, c'est Alexander Ovechkin. Ben oui, absolument. Ben c'est une grosse pointure. Là, moi. Elle a un bon slap shot. Oui. Elle est fine en plus, pour de vrai. C'est extraordinaire. C'est bonne madame, pour de vrai. Ça vaut peine. Elle le méritait, l'Olivier, super artiste, très récemment. Super artiste. Oui, man. Elle a changé le game officiellement, là, mais hey, ça me fait du bien que tu me dises ça, en fait, parce que il a fallu qu'on console une association étudiante ce soir-là aussi, parce que c'est eux qui se chargeaient de notre promo. Puis c'était quelque chose, je ne sais pas si tu l'as déjà vécu, je serais curieux, en fait, de savoir, mais c'était aussi, nous, le but du documentaire, c'est pour ça que ça va être sur le web et pas à la télé. Le but, c'est de payer nos loyers pendant 2 mois. L'objectif, au final, c'est d'avoir assez travaillé fort et assez avoir bien travaillé dans notre démarche d'autoproduction pour être capable de vivre de notre art assez longtemps pour que le rodage soit plus chaleureux avec les gens qui sont de notre niveau. C'est-à-dire, mettons, au début, on le sait, on va comme pogner Perids, puis les gens qui veulent roder parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait, qui sont un peu plus connus. Je dis Perids parce que c'est un des messieurs les plus accessibles et les plus talentueux qu'il y a dans le réseau du rodage en ce moment. J'ai plein d'admiration pour ce beau monsieur. Mais tu sais, genre, payer nos loyers, il y a des mois qui sont plus durs que d'autres quand tu es dans la relève débutante en tant que telle. Fait qu'on a fait ces shows-là, et le show de Rivière-du-Loup, il y avait un cachet assuré de 300 $ par personne. On capotait. C'était malade, là, genre, puis c'était souper fourni, payait notre gaz, la vie fonctionnait, c'était très agréable. On arrive là, 21 personnes. Clairement, l'association étudiante est déçue de ne pas avoir rameuté plus de monde, clairement déçue de l'expérience qu'ils nous donnent, se sentent mal. Des adolescents, genre, que comme on peut même pas se saouler avec eux, ils n'ont pas l'âge. Littéralement, fait que ils capotaient, ils se sentaient mal, mais on était comme ouais, mais en même temps, des cachets établis, on n'a pas ça assez souvent dans nos vies pour que ce soit pas quand même une excellente soirée. Ça t'es déjà arrivé de vivre ça, de genre comme OK, le show va peut-être être weird et bizarre et possiblement pas le fun, mais crime, c'est des bonnes conditions, puis les gens sont tellement bien intentionnés que je suis quand même content. Moi, la majorité du temps que c'était bizarre, c'était ma faute. OK. C'était souvent à l'hémisphère gauche. J'avais une soirée d'humour que j'ai décidé de faire à l'hémisphère gauche. Et voici ça, c'était mes deux... Comment j'ai évalué? Ouais. J'ai déterminé plutôt que ça allait se produire à l'hémisphère gauche. Premièrement, c'était près d'une station de métro. Je t'avais qu'à Montréal, si tu veux partir une soirée d'humour, ça t'aide si t'es près d'une station de métro. Une bonne station de métro en plus. Voilà, la station Beaubien. Et pas trop loin de certaines institutions scolaires comme un cégep ou une université. C'est pour ça que le quartier des spectacles, c'est extraordinaire. Tu as le Vieux-Montréal, tu as l'UQAM et c'est Berry-UQAM, la station de métro centrale de Montréal. Et mon autre critère, c'était dans Les Invincibles, le personnage de Rémi, joué par Rémi-Pierre Paquin, c'est là qu'il fait ses spectacles avec son band. Le show de Skydome. Voilà! Ce qui est cool! Mais peut-être dans ma grille d'évaluation, c'était pas la priorité. J'ai pas, mettons, vérifié est-ce que le barman est sur la cocaïne et est-ce que c'est propre. Et ces deux éléments-là, c'était négatif. Ce qui était particulier à l'hémisphère gauche... Tu commandais une bière et le barman, il jasait avec toi. Ouais. Il disait la bière, moi j'aime la bière. T'aimes-tu la musique? Yo, I love music. Puis t'as jamais ta bière. J'aime la musique. Comment être plus général? Et des fois, la toilette des hommes ne fonctionnait pas. Des fois, c'était celle des femmes. Alors, attirer les gens pour la première fois, c'était une réussite. Ouais. Revenir, c'est plus tough. Créer l'habitude, effectivement. Beaucoup de femmes disaient, je suis rentré une fois, pas deux. Non, effectivement. Moi, je l'aimais, cette soirée-là, mais tu sais, je veux dire, je viens de Joliette, fait que comme tout est plus propre que mon enfance dans la vie, mais mais je comprends, j'ai peut-être le goût qu'on en parle en fait aussi, parce que si je me souviens bien, c'est la seule soirée d'humour que tu as eue jusqu'à maintenant. Ouais. Je l'aimais, cette soirée-là, pour commencer, mais une fois, tu t'es frotté sur un tapis pendant ton animation, j'étais inquiet pour toi parce qu'il avait l'air sale, ce tapis. Faites fort. Ben oui, les anticorps, let's go les gars. Mon vaccin de la COVID, c'était ça. Oui, non, absolument. Moi, je me suis pas fait vacciner. Je fais juste montrer une vidéo de moi qui se roule puis il me laisse rentrer dans les commerces. C'est ça, rentre dans le cinéma. Pourquoi faire ça, Guillaume le Métis-Vierge? Ben oui, frotter à l'hémisphère gauche. Ça va être correct. C'est drôle. Mais pour vrai, c'est dur à créer une habitude.
On pourrait en parler aussi parce que ça fait beaucoup partie de l'autoproduction. Des fois, j'en parle, puis j'ai réalisé récemment que... Moi, je suis pas capable. Oui, c'est un art, puis je te juge même pas. Parce que c'est très, très complexe. Puis moi, j'ai plus le syndrome de l'imposteur en tant que producteur qu'en tant qu'humoriste. Puis je suis pas connu en tant qu'humoriste, mais j'ai plus l'impression de... Je vais pas voler le monde en allant faire 20 minutes de joke. Genre, comme je sais à quel niveau de temps je suis pas en train de casser du stock, puis ce que je dis vaut la peine, mettons, pour le prix que les gens ont payé. Mais en tant que producteur, moi, j'arrête pas de me répéter dans ma tête pour Les Noirs, qui est animé par une dame extraordinaire, qui est Jessica Chartrand, qui est un beau spot, ça vaut la peine, qu'on est bien reçu, que ça vaut la peine. À toutes les semaines, j'ai l'impression que j'ai inventé une nouvelle gamique pour tromper le monde à venir voir ma soirée. C'est pas vrai, on a des super bons pacings, c'est super le fun, mais pareil, j'ai tout le temps l'impression que je suis en train de faire genre la dernière solution qui me restait dans mon sac pour convaincre les gens de venir voir le show. Et c'est tough, j'ai l'impression que c'est ça pour un peu tout le monde, de genre comme convaincre les gens de rester, convaincre les gens que ça va être un 7e de leur semaine, ma soirée. Une journée sur 7, tu vas être là comme tout le temps. C'est tough, c'est super tough. Puis effectivement, t'es particulièrement tough à l'hémisphère gauche de faire ça. Mais ça marchait à un certain moment, j'ai l'impression. Moi, j'ai vu des belles soirées là-bas. Tu donnais beaucoup de billets, je m'en souviens. Mais il y avait des gens, puis les gens riaient. Ouais. Puis tes pacings faisaient du sens. Puis ça donnait beaucoup de sens. Ça donnait beaucoup de chance à la relève aussi. Ça. J'ai peut-être le goût qu'on parle de ça. Mais t'attirais... Il y avait une partie de ton booking qui attirait encore leurs amis. Mm-hmm. Et c'est un bon truc. J'avais l'exprès. J'ai peut-être le goût de te poser la question aussi. Bravo, en fait, aussi, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui le fait. Mais il y a 2 écoles de pensée à savoir si c'est comme... moralement viable de faire ça ou pas. Moi, je pense que ça l'est. Je pense que c'est donner du temps de stage et donner de l'argent à des gens à qui on n'en donne jamais, de un comme de l'autre. Puis de 2, ça fait des bons publics. C'est des gens dans ta salle, genre entre des gens qui sont là pour être sous ou des gens qui sont là pour voir leurs amis. Les 2 fonctionnent dans ma tête. Genre, c'est-tu, comment dire, c'est bizarre à dire, mais tu donnes aussi une bonne place en fait à la relève dans tes podcasts. Mm-hmm. C'est-tu encore une stratégie de production ou tu as une certaine passion, en fait, pour faire découvrir des gens? Les 2. C'est-à-dire que j'ai une passion de faire découvrir les gens. Mm-hmm. Je suis d'avis que l'humour est basé sur la surprise. Mm-hmm. Alors, au départ, si tes spectateurs ne connaissent pas la personne, ils vont être surpris. Ouais. Ils ne savent rien de la personne. C'est vrai. Et aussi, il y a un côté stratégique de... Je pense que je suis pas pire pour repérer le talent. Mm-hmm. Alors, quand ils viennent au podcast, je sais que... Ce qui est génial du podcast, c'est que, mettons... Un spectacle, ça se passe là, maintenant. Le podcast. Mm-hmm. Exemple, Erika Suarez. Ouais. Quand Erika Suarez est venue au podcast, elle est extraordinaire. Absolument. Mais ensuite, est passée à sous-écoute. Mm-hmm. Alors, j'ai eu des clics après sous-écoute. Parce que des gens ont aimé Erika Suarez à sous-écoute. C'est bien bon. En fait, elle a aussi été à couple ouvert. Allons la voir à couple ouvert. Ah, c'est bien nice, ça. C'est aussi ce qui est cool de l'Internet. Mm-hmm. J'aime beaucoup être un des premiers à donner une opportunité. Pas donner une opportunité, c'est pas vrai. J'aime être un des premiers qui donne une tribune. Oui. Comme ça, quand je sais que plus tard, ils vont exploser. Absolument. C'est renvoyer une balle, en fait, là, genre des passes à la palette. Il n'y a pas tout le monde qui fait ça, par contre. Pour moi, c'est pas pour. J'ai un cerveau extrêmement mercantile. C'est pas des passes à sa palette. Exemple, ça va sortir bientôt. Mégane Brouillard est passée à couple ouvert. Yes! On a fait une grosse partie de la tournée avec elle. C'est quel humain extraordinaire. Continue. Surtout, moi, je trouve que c'est une artiste extraordinaire. Oui, l'être humain, mais c'est une artiste extraordinaire. Et c'est, à mon humble avis, une des prochaines figures de proue de l'humour des années 2020. C'est sans équivoque. Mm-hmm. Quand elle vient au podcast, c'est pas une fleur que j'ai fait. Non. Je suis heureux, puis je veux être un des premiers parce que je sais que tout le monde se garoche. Oui, absolument. Elle est encore assez humble et ça se passe trop rapidement pour qu'elle ne le voit pas comme une fleur, je pense. Mais c'est vrai que genre c'est un bon move de production de booker Mégane. Mais Mégane, en fait, a fait... Ça a donné un super épisode. Oui. On a fait un stretch de 4 jours dans le Nord. En fait, c'était un show à Québec. C'est ça, il y avait Rivière-du-Loup, il y avait la Gaspésie. Il faut qu'on t'amène en Gaspésie, d'ailleurs. C'était extraordinaire. Tu connais-tu le Sea Shack? Je connais rien de la Gaspésie. Okay. C'est beau. Et on a vécu le meilleur show de notre vie, mais on a amené Mégane. Puis ça, c'était très beau, en fait, aussi, parce que je sais qu'on donne de l'argent à Mégane en ce moment. T'sais, le lait au chocolat l'a contacté pour genre comme faire un TikTok pour full d'argent. Genre, elle est rendue là dans sa carrière. Mais Mégane est encore à faire les affaires qu'elle veut faire. C'est-tu mon téléphone qui a fait ça? Ok, je l'avais mis en mode avion, pourtant. Peut-être que t'as atterri. C'est bon, ça? T'as atterri, c'est bon. Il est punché, Ali Picard. Il était dans la tournée aussi, en passant. Let's go! Yep. Mais non, c'est ça. Mégane est venue parce que c'était son rêve de performer au Sea Shack depuis vraiment longtemps. Il la rend comme rêve. Oui, absolument. Mais ça vaut la peine. Il y a vraiment une légende, en fait. Puis la légende a tenu ses promesses. Là-bas, là, c'était
Y a-tu un fantôme? Oui, le fantôme des très bons spectacles, man. Non, mais man, on était éclairé par le soleil parce que c'est une scène extérieure et il y avait une ligue de lutte amateur féminine juste avant nous qui faisait notre première partie. Fait que déjà là, qu'est-ce qui se passe-t-il? Est-ce que c'est le fun? Ils nous reçoivent, nous donnent de l'argent cash assuré parce qu'ils ont plein de subventions, fait que c'est nice. On était éclairé par le soleil, mais on avait prévu des 20 minutes chacun. Finalement, c'est devenu des 40 minutes chacun juste à cause des rires. Extraordinaire. C'était fou raide et il n'y avait plus de soleil pour Mégane. Fait que Oli Picard de Texien, salut Oli. Tu n'es pas le gars qui pèse sur play. Je value ton métier. Mais il était chercher son char en descendant d'avoir fini son numéro. Il a mis les lumières assez hautes, puis Redneck de même, on s'est mis à éclairer le stage genre avec des autos. Extrêmement cool. C'était fou raide. Ah, mais Mégane était dans son élément. Oui, ou Fille de Drummond, là, était bien. Ah non, puis elle a trouvé son public là aussi. Ben, on a tous trouvé notre public. C'est fou en plus parce que j'en parle, c'est plus je le coupe au montage, mais c'est... La plupart d'entre nous, sauf Mégane, en fait, on est tous en couple et on est tous monogames et on n'a tous pas trompé nos blondes en étant là-bas. Mais la quantité de rapports sexuels qu'on s'est fait proposer, man, il y avait de l'amour à donner dans ce public-là. C'est du sexe. Pardon? Je sais pas si c'est de l'amour. Ah, d'après moi, il y avait tout. Il y avait les deux. Genre, j'aurais pu fonder une famille si je m'étais forcé un peu ce soir-là. Là, ben mais c'était, je sais pas, c'était juste le fun, c'était juste une belle réception de gens. Peut-être ça faisait longtemps parce qu'il n'y a jamais de show d'humour là-bas. On a vraiment juste trouvé quelque chose. Puis ça aussi, c'est une partie de l'autoproduction, de trouver une place où personne ne va jamais. Puis t'es juste comme, oh shit, il y a quelque chose ici. Genre de rentrer dans un bar, puis comme, le stage pourrait être là, ça pourrait être ça, ça pourrait être telle affaire. C'est extraordinaire comme moment, pour de vrai. Là. C'est genre, clairement, j'ai une alarme pour février de l'an prochain pour recontacter ces personnes-là, pour faire un projet à long terme pendant tout l'été. Genre, puis ça va être extraordinaire. Ce que je voulais dire, parce que j'avais un lien à faire avec ce que tu as dit sur Erika Suarez, qui est un très bon épisode en passant aussi, mais on a fait un peu ça pendant la tournée. Puis ça, c'est quelque chose qui marche aussi, d'aller quelque part, puis de se faire découvrir par un public qui ne te connaît pas pantoute. Puis si ça se passe vraiment bien, de rebooker quelque chose en disant genre, hey, je reviens dans un mois faire mon heure, mettons, faire mon matériel. Puis nous, on avait fait ça en fait avec une série de shows que je faisais en fait depuis quelques années, qui s'appelle Ciné Nacho, qui est des shows thématiques sur des films ou des séries. Fait qu'on s'est pointé à Sherbrooke pour faire un show sur The Office. On a attiré plein de fans de The Office, mais avec no joke. On présentait no jokes. Brillant comme concept. Merci beaucoup. T'avais un concept génial aussi auquel j'ai participé. Oui, comédie romantique. J'adorais ça. Ah, c'était le fun. T'étais bon en plus à ce show-là. Mais ça aussi, c'est le fun en fait, parce que c'est souvent ça de pas être connu. Tu sais, genre, mettons, je prends Louis-José Hood comme exemple. Il y a assez de gens qui aiment Louis-José Hood en même temps au Québec pour que 500 personnes remplissent une salle à Chicoutimi. Puis leur point commun, c'est qu'ils aiment tous Louis-José Hood. Mais il n'y a pas cette quantité de gens-là qui aiment Vincent Descoteaux ou Thomas Levac en ce moment, comme dans toutes les villes du Québec, sans offense. Par conséquent, les convaincre de venir pour une autre raison, c'est ça, remplir une salle aussi. C'est comme genre, hey, on va parler d'amour le soir de la Saint-Valentin. OK, j'aime l'amour, j'aime la Saint-Valentin. On parle d'autoproduction. Si je réfléchissais un peu à l'autoproduction, on va venir ici. Ce que j'aime le plus de l'autoproduction, c'est que ça te pousse à être créatif de A à Z. Ouais. Tu n'es pas juste créatif pendant ton écriture et pendant ta performance. Tu dois être créatif dans comment j'attire les gens, comment je les accueille. Ouais. C'est ce que j'aime de l'autoproduction. Ouais. J'ai vu que tu es autoproduit, tu dois faire ton marketing, tu dois être créatif là-dedans. Ouais. J'aime cet aspect-là. Absolument. Tu dis toi-même, j'ai loué une salle, j'ai pas de nom. Fuck. OK, mais je dois trouver un moyen. Ah, mais je peux rattacher les gens à les comédies romantiques, tout le monde les aime, mais tout le monde les déteste aussi. Ouais, OK, bon, si on mélange les deux. Absolument. Parce que c'était rempli, je m'en souviens, c'était rempli, t'as refusé du monde à la porte. C'était rempli, puis il y avait un show 2 coins de rue plus loin, du monde beaucoup plus connu que nous. Il y avait un show terminal animé par Richardson Zephyr, avec genre juste du monde qui ont fait des galas juste pour eux cette année-là. C'est juste que nous, on avait une règle, j'avais basé mon marketing là-dessus, on n'a pas le droit de chialer sur nos couples. Génial. On n'a pas le droit, genre, comme c'est du monde qui sont contents d'être en relation. On va revenir, en fait, à... j'allais parler du Poutine Bar, en fait, plus spécifiquement, parce que tu remplis souvent tes salles. Tu fais comme 2-3 shows, là, par année. Je pense que tu en fais un bientôt aussi, ou... Plein. J'ai commencé plusieurs... Je vais faire des shows terminales, je vais faire des shows trèfle de Verdun. Je vais faire des shows un peu partout. Au Théâtre Sainte-Catherine. Génial. Mon objectif, c'est d'être bon. Parce que j'ai réalisé que faire des 10 minutes et faire des demi-heures 45... Ouais. C'est deux métiers différents. Ouais. Et la seule manière de devenir bon à faire des 45, à faire des heures, c'est de le faire souvent. Effectivement. Hey, je te pose une question. Est-ce que tu aimes animer? Oui, j'adore animer. Génial. J'ai rien à proposer, en fait. C'est ça qui est dommage, mais t'étais le prochain que j'appelais pour l'aile noire, en fait.
Je sais pas si c'est bizarre ou si c'est malaisant, mais tu sais, pas malaisant. Quand PO a décidé de partir, en fait, la personne que je trouvais qui connectait le mieux, en fait, pour prendre le relais, c'était Jessica Chartrand, qui est vraiment une dame que j'adore, pour de vrai. C'est une humoriste exceptionnelle. Ça n'a aucun sens. C'est l'admiration que j'ai pour elle, puis elle travaille fort sur son autoproduction aussi, puis elle aime sa soirée, puis elle donne de l'amour à ça. Et ça, c'était beau, d'ailleurs. Elle a crissé, genre, un couple de personnes saoules, désagréables, dehors à la deuxième. Puis j'étais fier d'elle parce qu'elle ne dégage pas nécessairement le fait que on le sait qu'elle est capable d'être méchante, genre. Puis pourtant, elle l'a fait. Je pense pas qu'elle est méchante, je pense qu'elle est directe. Non, je comprends. Alors, elle va te dire directement qu'elle t'apprécie. Ouais. Mais la journée où elle t'apprécie plus, ouais. puis tu l'as blessé, elle va te l'exprimer. Ah, ça va être si clair. Ça va être si clair dans ses yeux, puis dans les choses, puis dans les yeux de sa conjointe qui veut te stabber dans la gorge. Mais ça... mais pour vrai, c'était... Non, c'est ça, Jess, j'y ai quasiment proposé, puis j'ai tellement d'admiration pour elle. J'y ai écrit comme un fanboy, puis j'étais sûr qu'elle allait me dire non, puis finalement, elle était down, puis j'étais juste comme... Oh mon Dieu, c'est une fleur que je vais chérir. C'est peut-être mon événement de l'année pour de vrai. Là, j'en sais. Mais j'étais content, mais je te trouve très bon animateur en fait. J'ai failli te léguer cette belle soirée. Mais c'est que partie remise. Je te recontacterai, je suis quand même content. Mais ce que je voulais dire en fait, avant cette parenthèse, c'est animer puis faire des spectacles, c'est quand même deux métiers complètement différents. Puis c'est correct de ne pas connecter autant avec un qu'avec l'autre, en fait, j'ai l'impression. Fait que je me demandais si tu avais l'intention de revoir une soirée d'humour. Jamais. OK. Je vais jamais avoir une soirée d'humour. Premièrement, je veux jouer plus longtemps. Parce qu'un truc que j'ai observé, je peux convaincre des gens de venir me voir en spectacle. J'ai énormément de difficulté à convaincre des gens de venir me voir animer. OK. Alors, le gars, c'est très capitaliste que je veux dire, mais suivons le marché. Oui. Le marché me dit... Reste sur scène pendant une demi-heure, pas... Absolument, absolument. Moi, c'est quelque chose, en fait, des fois, j'en parle avec les gens, c'est une question qui rend les gens... en fait, il y a de l'ego dans l'humour, je sais pas, je te l'apprends, mais c'est... c'est important de se poser cette question-là, parce qu'il y a beaucoup de monde qui se dit, je vais animer une soirée pour faire du temps de scène puis m'améliorer, mais c'est comme, OK, mais t'es-tu prêt à animer une soirée? Ça vaut-tu la peine de te regarder animer une soirée une fois par semaine, tu sais? Puis beaucoup de gens prennent pour acquis que oui, alors qu'en fait, crissement non. Il y a du monde qui a leur premier show, ça met une soirée toutes les semaines, puis ils arrêtent l'humour par la suite parce qu'ils n'étaient calissement pas prêts à faire ça. Moi, je trouve que c'est des questions importantes à se poser. Des fois, t'es rendu où? C'est quoi ton niveau? Qu'est-ce qui vaut la peine? Qu'est-ce que, genre, comme ce que j'ai à offrir, vaut le 10$ que je demande à la porte? Genre, c'est... Ça t'arrive-tu de te poser ces questions-là, toi? Ou... Jamais. Ah ouais? Jamais. Mon Dieu. Je me dis plutôt... Je pense que je manque de confiance en moi. J'ai envie d'essayer ça. Et je suis d'avis que tout le remède dans l'anxiété, c'est le travail. Oui. Alors, moi, ce que je fais souvent, c'est quand je pense que je peux pas faire quelque chose, je me le book. Genre, je ne peux pas... Longtemps, je pensais que je ne peux pas faire une demi-heure, fait que je me bookais les demi-heures. Shit! Alors, en me disant, bon, ben là, c'est booké, je suis mieux d'être bon, travaille ton matériel, remplis ta salle, go. Wow! Un truc... Hey, tu viens de me faire penser à quelque chose en plus, mais c'est courageux, mais c'est une super bonne idée, en fait. Ça me rappelle le temps du ZooFest. Je sais pas si... t'as déjà produit des spectacles au ZooFest? Jamais. T'as-tu l'intention de le faire un moment donné, ou c'est... quelque chose qui... J'ai une partie de moi qui fait pourquoi je ferais ça au ZooFest quand je peux le faire moi-même. C'est des bons points, parce que c'est vrai que... Ben, je sais pas si c'est un secret de l'industrie, mais ça paye pas beaucoup faire le ZooFest. Mais c'est des belles salles, je trouve ça le fun. Puis une affaire, quand je commençais, en fait, que je trouvais le fun, c'est que je pitchais des shows au ZooFest, puis ceux qui étaient pris, c'était comme... OK, bon, ils ont dit oui, il faut les faire d'abord. Mais c'était pas nécessairement des shows que j'étais prêt à faire nécessairement. T'sais, des fois, c'était, mettons, un show concept, mettons, faire un show emo avec de la danse, avec genre du maquillage, puis des choses, je sais pas maquiller, je sais pas danser. OK, ben, il faut appeler Ariane Famalard, trouver date tout ce qui est disponible pour qu'elle soit, genre, elle nous enseigne comment danser du My Chemical Romance. Puis au final, on y arrivait. Puis c'était toutes des affaires qu'on savait pas faire par le passé, puis on le faisait bien, en fait, aussi. Des fois, c'est ça, en fait, l'autoproduction, de juste comme tu seras jamais complètement prêt, il faut que tu te lances dans le truc parce que t'as pas la valorisation de l'industrie aussi d'un agent qui est comme je crois en toi, on va avancer de l'argent puis tu vas le faire. Mais en même temps, ça donne une liberté sur ce que tu veux faire parce que tu es juste régi aux règles de ça me tente de le faire maintenant. Puis je pense que ça pourrait être bon. D'ailleurs, j'en profite pour te poser la question. C'est-tu un choix pour toi, l'autoproduction? Non. OK. Vraiment pas. OK. Aimerais-tu être produit ou... Ben là, ça fonctionne bien. Mais ça a commencé par... J'aurais toujours voulu être signé ou j'aurais aimé être choisi. J'ai pas été choisi. Et au lieu de me dire, mais je suis pas assez bon, c'est peut-être le cas, mais je me suis dit, mais je vais le faire par moi-même. Mais tu as été choisi en tant qu'auteur. C'est ça. On va partir le débat le plus weird de la je trouvais extrêmement difficile d'être auteur. C'est pour ça que j'ai arrêté. Okay. Faut tout le temps être choisi. Faut tout le temps être appelé. J'y arrivais pas. C'est vrai.
Je pense pas que j'étais un auteur exceptionnel. Loin de ça, je sais même pas si j'étais un bon auteur. Je pense que je suis encore auteur, si j'étais bon, il me semble. Des fois. C'était punché les recettes pompettes des fois. Pardon? C'était punché les recettes pompettes des fois. Oui, des fois. Il y avait d'autres problèmes, mais... C'est pas moi qui demandais de faire ça. J'ai jamais écrit... T'as pas fait une parenthèse, fait semblant d'être sous entre parenthèses viol du monde. C'était pas dans mes notes. Tu peux aller voir. C'était pas écrit. Tout ça pour dire... Oui. Alors, si ça fonctionne pas, j'ai commencé à faire du stand-up, ça fonctionnait. Ouais. Oui, effectivement. C'est que j'en parlais avec du monde, en fait, même, j'ai oublié de te préparer à l'avance dans la pré-entrevue de ça, qui était très légère, mais c'est ça pareil. Il y a quelque chose qui est arrivé dans la préparation de ce documentaire-là, plus spécifiquement des entrevues que j'ai trouvées quand même fascinantes. Il y a quelqu'un que je voulais avoir sur le podcast qui a refusé de le faire, parce qu'il a dit que pour lui, l'autoproduction, c'était un sujet trop tabou. Il avait peur de se faire des ennemis en parlant publiquement. Je pense que c'est quelqu'un qui a des problèmes émotionnels qui a répondu ça, parce que c'est une drôle de réponse. C'est une très drôle de réponse. Parce que je ne parce que moi, si quiconque me dit « Thomas, je te considère comme mon ennemi parce que tu parles sur Internet de l'autoproduction. » Je suis content qu'on se parle plus parce que tu es étrange. C'est qui tes ennemis? Thomas Levac, qu'est-ce qu'il a fait? Son attitude, il crie. Non. Il a parlé de l'autoproduction sur Internet. C'était étrange. Je suis quasiment... Quelqu'un me dit ça, je serais quasiment déçu. Genre, je suis déçu que Thomas soit pas violent. Je pense que tu me disais que Thomas avait des problèmes d'agressivité. Cette conversation avancerait d'une manière plus fonctionnelle, mais là, je ne sais pas quel chemin prendre. Je vais m'en aller, je vais sortir de ton auto, au revoir. Mais c'est... Je peux pas parler à ce gars-là, il a parlé d'autoproduction. Hein. Non, mais il a mentionné quelque chose, puis je trouve ça particulier. C'est un humoriste un peu plus âgé, en fait, puis il parlait du fait que c'était plus une question que les producteurs, puis ça, je vais faire un parallèle très cheap entre l'invention du frigo et les vendeurs de blocs de glace au début des années 20 pour les glacières en tant que telles, mais peut-être que les producteurs réalisent qu'avec des Jay du Temple, avec des Mathieu Dufour qui autoproduisent des tournées... Il faut mentionner que Jay du Temple était aidé par Faneuf au début. Oui, effectivement. Alors, tu sais... Mais il y a comme moi, je m'autoproduis. Oui, j'avance l'argent, mais j'ai Consortium qui m'aide. Consortium, c'est leur modèle d'affaires, faire de l'autoproduction. Ben, c'est un document. Mais on m'enlève l'autoproduction. On m'enlève Steph. On m'enlève Jeannie Lambert et on m'enlève Jean-François Renaud. Ça marche plus. Et aussi François Lévesque. Oui. Tu m'enlèves tous ces gens-là, ça fonctionne plus. Ce serait très bizarre qu'ils t'enlèvent Steph. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai des gens qui m'aident. Oui. Ah non, mais c'est même drôle. Oli Picard, qui était sur la tournée, salut Oli Picard, encore une fois. Il m'a dit quelque chose pendant la tournée, je trouvais ça le fun. Il m'a dit que mon principal défaut, c'est que je suis pas capable de déléguer. Puis ça fait que les trucs qui marchent le moins bien, c'est tout le temps parce que quelqu'un de complètement down de m'aider était dans la même pièce que moi, puis j'y ai pas demandé. Fait que se faire aider, je pense pas que c'est contre l'autoproduction. Mine de rien, on rit, puis il y a une ironie avec le fait d'utiliser le matériel de juste pour rire, parce que c'est ma job aussi de jour dans un documentaire sur l'autoproduction. Mais, comment je veux dire, oui, tu te fais aider, on te donne des outils, mais tu as quand même l'initiative et la liberté en fait de prendre les initiatives que tu veux prendre aussi dans tes démarches artistiques. Tu fais ce que tu veux faire, tu assumes ce que tu veux assumer. Tu peux tomber dans des controverses par rapport à quelque chose que tu as dit dans des podcasts, puis tu n'auras pas quelqu'un qui t'a dit que tu n'aurais pas dû dire ça en tant que tel. Tu es le propre responsable de ce que Thomas Levac fait et dit dans sa journée. Genre, et ça, moi j'adore cette liberté-là. On m'a jamais proposé d'être produit, mettons, au même niveau qu'un Louis-José Hood, mais il y a quelque chose que je veux conserver dans ma carrière par rapport à ça, parce que... Tu parles de Louis-José Hood. Il y a plus de moyens, là, mais il est producteur de son spectacle. Ouais, j'aurais peut-être pas dû dire ça. C'est pas grave, ça dérange personne. Là. Je connais pas son deal. Oui, il est aidé par Benjamin Faneuf et toute l'équipe de Faneuf. Cet homme-là a investi dans sa tournée pour avoir des dividendes. Mais juste revenir, parce que je vais souvent sur des parenthèses aussi, mais c'est ça, la personne m'expliquait que concrètement, les producteurs n'aiment pas qu'on parle d'autoproduction parce que ça fait du monde qui contacte les salles avec lesquelles ils ont mis des années à créer des relations de confiance, puis ils ont l'impression qu'on embarque sur comme leur terrain de job. Mais pourtant, j'ai l'impression que c'est juste comme des marchés puis des formes d'art et de travail qui évoluent, qu'un moment donné, on réalise qu'on peut juste appeler les gens directement. T'sais. N'importe quelle industrie va mal quand, au lieu d'évoluer, tu protèges tes acquis. Ouais. N'importe quelle industrie, si tu mets tes énergies pas à faire pousser ce que tu fais ou à évoluer, mais à faire du protectionnisme, ça va souvent très, très mal. Il y avait... c'est un exemple que j'avais entendu sur YouTube, c'est un conférencier qui disait Kodak avait... Je suis pas bon là-dedans, mais il possédait la technologie pour faire des trucs digitales. Mais vu qu'il vendait du film, il le gardait. Ouais. Mais dès que
pense que c'est le patent qu'il appelle. Oui. Il dit que le patent était terminé quand il n'y avait plus accès à ça et que c'était libre de droit. Oui. Kodak était mort. Oui. Mais Kodak, au lieu d'évoluer, protégeait ça. Alors, faut pas, ça regarde très, 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 très mal quand, au lieu de dire, sais-tu quoi? Moi, avec mes années d'expérience, je suis bien meilleur. J'ai pas peur de lui. Il n'a pas mon expérience. Alors, si tu as peur de quelqu'un qui débarque de nulle part puis qui ne sait pas vraiment ce qu'il fait puis qui est un peu brouillon, es-tu si bon que ça? Mais c'est une vraie question. Oui, oui. C'est une vraie question. Si tu as peur de gens qui font ça depuis 1 an et demi, et toi, ça fait 15 ans, pose-toi des questions. Non, mais c'est une autre affaire que j'admire en fait beaucoup. C'est quelque chose que tu fais beaucoup. Tu es très diversifié aussi dans tes démarches. Tu sais, genre là, tu dis que tu n'es plus nécessairement auteur, mais tu as quand même une carrière par le passé d'auteur. Tu es un podcasteur, tu es un producteur, tu es un humoriste, tu fais beaucoup de choses. La diversification, en fait, des types de produits que tu as à offrir, c'est aussi un peu le core de l'autoproduction, j'ai l'impression. Puis, trouves-tu ça le fun? C'est toi, genre, mettons, comment tu vois toutes les branches de tes carrières? C'est-tu comme quelque chose que tu fais pour pousser le stand-up jusqu'au jour où tu vas pouvoir juste faire du stand-up ou tu as du plaisir séparé? J'ai du plaisir dans tout ça. Génial. La raison pourquoi j'ai autant de rôles, c'est que je m'ennuie vite. Alors, quand tu as des rôles différents, tu as toujours plein de défis, tu es toujours en apprentissage et ça, c'est excitant. Génial. Ta journée n'est pas... Tes journées ne sont pas monotones, puis j'en ai pas de routine. Ouais. C'est fou, ça. J'ai pas... Non. C'est, y a des, encore une fois, je te remettrai avec d'autres mondes, mais il y a du monde des fois qui me parle de ma job à juste pour rire, sur le fait que genre, comme t'as pas l'impression que c'est un échec, parce que tu pourrais mettre ça sur ton écriture, plus faire de stand-up, juste comme je suis réalisateur. Il y a des gens qui parlent d'échecs. Ils sont géniaux. Ah oui. J'aime les gens qui se lèvent à midi et demi, qui fument 3 joints par jour, puis qui ont de l'argent de leurs parents qui disent que tu as un échec parce qu'ils essaient de faire quelque chose. C'est calé. Hey, un échec. Hey, ça, pas mon pas là-dessus. En plus, là, c'est tout le temps du monde. Tout le temps du monde qui se sont fait payer l'école de l'humour par leurs parents, puis sont juste comme de l'adversité vient le génie créatif, puis c'est juste comme il y a un condo que t'as pas payé dans lequel tu vis, man, ça se peut qu'on se batte là, mais c'est moi le pire en plus c'est que j'embarque complètement sur autre chose, mais c'est pas vrai que de l'adversité vient. Oui, il y a des sujets intéressants qui viennent de l'adversité, mais de pas avoir de job à 30 heures semaine en étant à l'école de l'humour donne aussi des meilleurs devoirs. Non, mais oui, c'est tab. En tout cas, excusez, c'est un truc que je réponds quand les rares fois qu'on me pose la question est-ce que je devrais m'inscrire à l'École nationale de l'humour, parce que surprise, les gens ils font pas un ex-toxicomane qui crie je vais poser des questions sur une décision importante de ma vie. Les rares qui me posent des questions est-ce que je devrais faire à l'école, je dis tu peux faire l'école sur plusieurs dans ta grille d'évaluation, il y a est-ce que je peux arrêter de travailler pendant 1 an ou 2? Parce que si tu travailles pendant, ben là, moi, je t'encourage à garder ce 15 000 $-là, travailler et faire des soirées d'humour. Oui, absolument. Si tu fais l'école juste pour les vendredis, en fait, ça, c'est mon opinion. C'est une mauvaise raison de le faire. Moi, en fait, puis c'est drôle parce que tu m'en avais parlé dans le temps, puis ça m'avait blessé. Mais j'avais dit, j'ai commencé l'école de l'humour. J'avais une soirée de marde, ça s'appelait la distillerie dans le temps, mais je l'aimais vraiment pas, cette soirée-là. C'est très assumé, mais cette soirée-là, c'est grâce à cette soirée-là que j'ai trouvé mon opener. Sérieux? Que j'ai gardé pendant 3 ans, puis j'ai pu faire la comédie. Il y a beaucoup d'affaires que tu dis dans le cadre de cet enregistrement qui me font sentir mieux pour des moments. Mais merci Thomas. Thomas, c'est toujours un plaisir de te parler. J'ai l'air de conclure, mais c'est... Je l'avais improvisé, puis c'est resté. Mais c'est ça, à ce moment-là, je pense que j'avais 27 ou 28, puis tu avais dit qui commence l'école de l'humour à 27 ans. Et j'avais trouvé ça raide, puis c'était notre premier contact, mais en même temps, c'était direct, puis c'est vrai. Puis ça m'a poussé à me poser la question, pourquoi je commence l'école de l'humour à 27 ans? Puis j'ai une réponse des années plus tard, que tu te souviens pas de m'avoir dit ça, mais c'est pour tous les autres cours. Moi, j'avais besoin d'un bootcamp, d'un paquet d'affaires que je savais pas faire. Les gens rient du cours de voix. Le cours de voix a été super important formateur dans ma vie. Je chante sur scène. Très souvent, j'ai une bonne voix, j'ai commencé à faire de la radio, puis c'est tough parler 2 heures d'une voix qui fait du sens et qui est écoutable pendant 2 heures. J'articule vraiment mieux aussi. Le cours de français m'a possiblement sauvé la vie. Antonio Di Lalla est un monsieur extraordinaire que je vais chérir. C'est un ange. Pour toujours, ça n'a pas de sens. J'ai eu des bonnes conversations allumées, il y a plein d'affaires. Ça m'apprend à mettre mon pied à terre sur le fait qu'il y a du monde problématique. J'ai pas besoin de ça dans ma vie. J'ai appris dans la vie, il va falloir que je travaille avec du monde avec lequel je ne m'entends pas, mais il faut quand même pousser le projet au complet, même si j'haïs les humains, donc qui sont autour de la table avec moi. Puis ça, pour ça, je regarde pas l'école. Moi, l'affaire que je dis à tout le monde, parce que moi aussi, encore une fois, ex-toxicomane dont la mère comprend pas la carrière, des fois, on me demande, genre, comme, pourquoi tu ferais l'école? Puis j'ai fait, moi, l'école, le 2 ans le plus désagréable de ma vie, que je regretterai jamais. C'est très drôle, ça. Ben, absolument. Louise déteste quand on me demande mon avis sur l'école, parce que je suis comme... C'est de la merde, j'ai fait une dépression. Ça me fait rire. Oui, ça me fait... C'est pas le message, le problème. Oui! C'est...
Ben, j'en parle parce que je l'adore, moi, Louise, là, pour vrai. Là, elle m'a dit récemment qu'elle était une sorcière. C'est que j'aime ça. Oh. Mais tu sais, Louise, des fois, j'y parle de comme, pour vrai, ton école, c'est le Vietnam, mais c'est le fun. T'sais, genre, tu sors de là avec des traumatismes, mais au final, si tu suis et la société ne t'abandonne. À mon humble avis, ce qui nuit à l'école, en ce moment, c'est l'ouverture du bordel. Ouais. Parce que la vraie école, c'est trouver le moyen d'aller au bordel gratis. Ben oui. 2 soirs semaine. Ben oui. Si tu veux devenir humoriste, auteur, juste dans ce milieu-là, ou n'importe quoi qui a rapport au stand-up, à l'humour, absolument, va traîner au bordel. Mais c'est pour ça que je dis que les vendredis, en fait, si tu fais l'école juste pour les vendredis, fais des bars, man. C'est jouer une fois par semaine. Je te jure, t'es capable. Je te jure, c'est rendu possible. C'est comme... C'est un vrai public aussi, c'est tout ça. Fait que ce que tu veux faire, c'est du stand-up. C'est correct. Je ne juge pas les gens qui veulent pas faire l'école. Je suis pas pro-école. J'ai pas une commission à chaque fois que quelqu'un s'inscrit à l'école de l'humour, genre. Mais c'est comme... Il y a quand même quelque chose à aller chercher. Il y a quand même quelque chose à apprendre à cette affaire-là. Fait que moi, je conseille aux gens de le faire, mais pour les bonnes raisons. Puis si tu me dis le moule, en fait, ça, c'est une autre affaire aussi. Si on te dit ils vont te mouler, non. Ça se peut que tu te laisses mouler, puis ça, c'est ta faute. C'est ce que Richard Fréchette pense, et j'adore Richard Fréchette. J'ai déjà fait un des trucs que je regrette le plus et que je regrette le moins. C'est un grand comédien. Oui, j'ai essayé de le matcher avec ma mère. Cool. Ben absolument, mais il aime pas les vadges. C'est ça. T'as vu cet homme-là, puis tu t'es dit... Ben moi, je me suis dit, je le veux à Noël. Je le veux à toutes les Noëls. Non, mais tu t'es jamais dit... Non, moi, c'est Noël, je peux comprendre. Mais t'aurais dû matcher avec ton oncle. Ou... Non, ouais, je viens de Joliette, mais mes oncles gays, ils l'assument pas, puis ils ont 60 ans. Je comprends ça. C'est ça l'affaire. Ça me fait rire que t'as vu Richard, t'as fait. Lui, c'est un homme à femme. Non, mais. Moi, les gens que j'aime, j'ai veux dans les sphères de ma vie. Là. Je te matcherais avec ma mère si c'était possible, mais je ferais pas ça à Steph. Je comprends ça. T'es pas un bon fit à Monique aussi. En plus. Seigneur. Mais c'est. Revenons à l'autoproduction. Ben oui. Écoute, ça pourrait être un move d'autoproduction. Écoute. Chez Monique? Oui, absolument. Non, pas pour toi, mais plus matcher du monde. Mais Steph, elle m'a dit. Tu sais, on est un couple monogame, mis à part Monique. OK. C'est la seule femme qu'elle accepte. Je suis content. Moi, je savais pas comment l'aborder, mais Steph, des fois, est meilleure pour amener les sujets. C'est la seule femme avec qui je peux avoir des rapports sexuels pour revenir à la maison le même soir. Je suis content que vous n'ayez parlé. Elle me dit souvent, tu peux coucher avec Monique, mais reviens coucher à la maison. On en parle régulièrement. Est-ce que c'est drôle? Je suis sûr qu'elle serait down en plus. Ben oui! Hey, tu veux-tu un compliment weird? T'écoutes. C'est y a quelqu'un qui m'a dit ça un moment donné, puis j'ai trouvé ça vraiment cute et terrifiant, mais plus cute que terrifiant. Il parlait de vous deux, en fait. Il disait qu'il y avait un de vous deux qui était dans le top 15 des gens les plus attirants qu'il avait croisés dans sa vie, et l'autre, qui est pas dans le top 15, est dans le top 10. Mais quand vous êtes les deux ensemble, les deux, vous êtes dans son top 5. Et j'ai trouvé ça extrêmement charmant. Je trouve ça génial qu'il y ait des listes. Oui! Je trouve ça cool. Cette personne est un peu autiste. C'est Jean-Michel Martel? Non, c'est pas Jean-Michel Martel. Vous êtes pas Diddy Kong Racing. Yes. Il y avait quelque chose que je voulais parler parlant de ton couple. En passant, c'est... t'as un podcast qui s'appelle Couple ouvert. Et vous n'êtes pas couple ouvert dans la vie. Et ça me mélange un paquet de monde. Et les gens encore mélangés de ça, je les juge un peu. Mais ça me fait rire aussi. On fait exprès, on est mélangés. C'est Mike qui a dit ça sous écoute avec Steph. Steph riait un peu des gens qui ne comprenaient pas qu'on était couple ouvert. Puis le Mike avait dit, ben là, si personne comprend, c'est peut-être... Ben oui, non, mais... non, je pense qu'à un moment donné, les jeunes, les vieux, les gens dans le milieu, les gens à l'extérieur, personne comprend. C'est peut-être nous. C'est drôle en plus parce que vous avez... Le but du titre, c'est que ça soit percutant, pas que ça soit clair. C'est drôle. C'est drôle en plus. Ça me fait rire en plus parce que moi j'ai j'appelle ça une monogame energy en fait dans la vie parce que j'adore la monogamie. Je suis très team. Puis c'est pas monogame comme mettons, ça ne personne d'essayer de convaincre les gens d'être monogame ou polygame. Je suis juste content d'être bien, moi, dans la vie. Là, genre. Puis c'est drôle parce que ma conjointe physiquement ressemble quand même beaucoup à Steph. Ça me fait un peu rire. Mais d'un point de vue d'attitude, d'un point de vue comment elle s'exprime, elle ressemble beaucoup à toi. C'est très hot. C'est un beau. C'est mieux que l'inverse, hein? Ouais, c'est mieux qu'elle me ressemble et qu'elle parle comme ça. Mais vous avez fait un podcast qui s'appelle Couple ouvert et vous avez par conséquent, si tu me permets de le dire, vous avez un peu brandé votre couple pour en faire un produit culturel qui marche, mais votre couple est rendu un palier de votre carrière. Et étrangement, c'en était déjà un parce que Steph, c'est aussi ta gérante. Mm-hmm. Comment tu fais pour vivre tout ça? Genre, il y a énormément d'aspects. C'est la mère de ton enfant, c'est ta co-animatrice d'un podcast qui marche très bien, c'est la personne qui book tes spectacles. C'est très simple. Okay. Je l'aime et je l'admire.
Oh, wow! C'est aussi simple que ça. J'aime cette femme et je l'admire. Alors, je suis heureux de faire quelque chose avec elle parce que je l'aime et j'admire son talent. Alors, je trouve que c'est des grands moments de scène que je vis avec elle. Wow! Et je trouve que de ce que j'ai vu, c'est la meilleure agente. Alors, pour moi, c'est pas ma blonde. J'ai la meilleure agente. Ça donne que c'est ma blonde. C'est vrai. Avant d'être ma blonde, c'est quelqu'un qui a énormément de talent. Autant scénique que stratégique. C'est pour ça que c'est simple. C'est fou. Je l'aime et je l'admire. C'est fou, ça. C'est aussi... Parce que moi, je suis quelqu'un d'extrêmement simple. Et même simplet. Je crois que c'est ma plus grande force à quel point je suis simplet et simple d'esprit. Ça donne une belle vulnérabilité. Mais continue, excuse-moi. Je me dis beaucoup, j'admire cette femme, j'aime cette femme, faisons des choses ensemble. C'est magnifique. Ah, wow. Je suis ému. Je vais faire un parallèle, mais ce sera pas aussi fort, mais genre, comme je sais pas de corroborer tout le temps l'autoproduction, mais c'est un sujet que j'apprécie beaucoup. Et, comment dire, ça prend de l'amour pour faire le métier qu'on fait. C'est Alec Pronovo qui m'avait dit ça. On vit des vies rêvées. C'est très absurde le quotidien de faire de l'art puis d'être payé pour le faire puis que ce soit comme ça notre job. Et tu as besoin de beaucoup aimer ça. Mais comment dire, c'est du travail. Vous faites du travail ensemble, mais tu aimes cette personne et vous aimez ce que vous faites. Therefore, genre, c'est pas que ça se sent pas comme du travail, mais c'est du travail que tu aimes faire. Et moi, des fois, j'explique ma job comme ça avec du monde qui me disent qu'ils voudraient faire ça. Puis je suis juste comme, penses-tu que t'aimerais tout de ce job-là? T'aimerais tout de cette vie-là, d'essayer des affaires, des fois que ça rit, t'apprécies des fois que ça rit pas, puis ainsi de suite. C'est juste comme, oui, mais j'aime mon métier, j'aime ma vie en ce moment, puis j'ai pas toujours aimé ma vie. Moi, des fois, genre, je parle à du monde qui dit, genre, moi, si je fais pas un gala dans 4 ans, je me tire une balle, puis c'est juste comme, va voir une psy pour de vrai, moi, t'en référer plein. J'en connais des super bonnes, genre, ça vaut la peine. Mais moi, genre, ce que j'aime me dire dans ma carrière, c'est comme, hey, moi, il y a 4 ans, je vendais des cellulaires, man. Puis là, j'ai changé des heures de mon temps de réalisateur qu'on parlait avec du monde que j'admire dans un micro de quelque chose qu'on fait puis qu'on aime faire puis que c'est rendu notre job. Je répète souvent qu'avec le niveau d'éducation que j'ai et avec l'attitude que j'ai, si la culture, ça fonctionne pas, je vais être artiste du sandwich au Subway. C'est sûr. Je peux pas faire autre chose. Pas je suis pas capable. J'ai pas les moyens. Je peux pas rentrer dans un bureau d'ingénieur. Tout ce qu'ils vont me donner comme job, c'est bien au café en face s'ils engagent. En fait, je pose la question, je sais pas si elle est lourde, ça se peut que j'arrête de la poser, mais tu es la deuxième personne qu'on soit pour ces entrevues-là. Est-ce que tu aimes ta vie? Moi, je suis extrêmement frustré. OK. Et j'ai le complexe de tout le monde est contre moi. Et je veux tout le temps... peu importe ce que j'obtiens, c'est pas assez puis je veux autre chose. OK. C'est ce qui fait... C'est mon moteur. Ça fait que tu obtiens tout le temps d'autres affaires. Ouais, toujours vaché. Si j'ai ça, je vais être bien. Puis je l'ai. Je fais non, mais si j'ai ça, je vais être bien. Et c'est mon moteur. Par contre, je pense que je suis quelqu'un qui a je suis de bonne humeur facile. Moi, quand les gens ils me disent comment je réponds jamais je vais bien ou je suis heureux. Je réponds je suis de bonne humeur. Ah! J'ai une bonne attitude. Je suis de bonne humeur. Je suis tout le temps de bonne humeur. J'ai toujours une frustration. J'ai toujours quelque chose qui me dérange. Je me crée des ennemis dans ma tête. J'ai des rivalités qui n'ont pas de bon sens avec du monde qui ne savent même pas que j'existe. Ouais. Mais je suis de bonne humeur. Alors, je suis de bonne humeur. Nice. C'est drôle. J'ai un grand ami à moi, c'est Philippe Audrey. Oui. Philippe Audrey. Grand monsieur. Très grand monsieur. Il m'a choqué un spectacle pour la plus belle raison il y a 2 jours. C'est son agent. Pardon? Il est à Paris. Exactement, mais genre c'était pendant la pub Facebook, la panne Facebook, fait que son agent m'appelle 2 heures avant le show pour me dire genre ouais c'est ça, il s'est fait donner des billets pour Paris ce matin, le chanceux. Puis je suis juste comme c'est très dérangeant. Pour ça je t'ai appelé en plus, genre de comme j'ai plus Messenger, fait que j'ai 8. J'adore quand Phil peut pas venir, tu penses à moi. C'est la chose la plus. Je suis très heureux de que tu aies. Vous êtes 2 princes. Vous êtes 2 princes. On a souvent d'en parler, on n'a pas le droit d'en parler. Oui, parce que ça me pousse à faire mon intro. Génial. J'ai super hâte à ça. J'ai eu une conversation d'1 heure avec Phil l'autre jour quand il était à l'Énoir sur le fait qu'il me parlait des sujets. Vous allez parler de Titanic, vous allez parler de. Je pense, c'était pas Voltaire, c'était Dostoïevski, si je me souviens bien. Ou, mais en tout cas, il me parlait des sujets. C'est comme, ben oui, let's go, dans mes oreilles, let's go tout de suite. Là, mais beaucoup de Slavoj Zizek. Oui. Slavoj Zizek revient souvent. Yes, sir. C'est fou. Chris, Phil, c'est le gars que
je prends pour acquis que je connais pas assez de choses pour y parler, puis pourtant, c'est le gars que j'ai le plus de fun. Ce qui est la force de la culture à Phil, c'est qu'il peut se rattacher à n'importe qui. Parce qu'il y a tellement de cultures. Il y a une culture sportive, il y a une culture musicale, il y a une culture cinématographique, il y a une culture littéraire, il y a une culture de la mode. Il y a tellement de cultures que peu importe qui dans l'univers va pouvoir te jaser. Il y a une affaire que tu dis souvent pour bien du monde, et c'est meilleur gars. Mais si on devait choisir, Phil, c'est le meilleur gars. Ouais. C'est désolé Dave Godet. Là, je vais en venir avec Phil. Oui, Phil, souvent il rit de moi. Il me dit, t'es la personne la plus hargneuse que je connais. Il dit, t'es le mime de Michael Jordan, puis ça, je l'ai pris personnel, c'est toi. Il m'a fait réaliser ce mime-là, ça m'a pris 3 semaines de comprendre. Parce que moi, quand j'écoutais le documentaire, j'étais, ben oui, il a manqué de respect. C'est la moindre des choses. Et c'est un moteur tout à fait légitime de tout le temps prendre un petit quelque chose, de le gonfler dans ta tête. Ouais. Ça m'a pris du temps à comprendre que c'est. Moi, je pensais que tout le monde était comme ça. Ouais. Et non. Non, définitivement pas. C'est. Tu sais, dans la vie, tu peux pas tout le temps être. Je veux prouver quelque chose à quelqu'un. Je veux juste vivre. Je suis pas rendu là. C'est drôle, ça. C'est 32 ans encore. Moi, j'adore vieillir dans la vie. Puis la raison, c'est qu'il y a des affaires que je suis tout seul à penser qui, au lieu de m'obséder pendant 2 mois, ils vont m'obséder juste une semaine. Cool. Et c'est déjà une si belle amélioration de santé mentale, mais c'est créer des. T'as dit ça dans ma tête tantôt, puis j'ai pas rebondi là-dessus, mais se créer des ennemis dans ma tête, c'est mon sport national si j'étais un pays. Donc. Colin, j'ai fait le tour de tous mes sujets. Je te parlerai pendant des heures. Oli, on est rendu à combien de temps? T'es rendu à 1 heure. Colin de bin. Il y avait peut-être un dernier petit truc que je voulais parler. Juste trouver une façon brillante de le formuler. Comment dire? Pas ton temps. Je suis pas pressé. J'ai l'impression que je suis en train de chercher une question, en fait, mais c'est pas nécessairement ça. Mais on peut parler en fait un peu de. Mais ça peut être ça. Ouais. Tu peux chercher une question, c'est pas grave. Non, mais je sais pas, c'est qu'il y a. Comment dire? Ça te rassure-tu ou ça te terrifie le sentiment de liberté de l'autoproduction? C'est un mélange des deux. OK. Des fois, je me sens libre parce que j'ai pas de compte à rendre à personne. Et là, je réalise, j'en ai un, la banque. C'est pas ce qui s'est passé avec moi. Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté d'être auteur, c'est que je trouvais ça extrêmement difficile de trouver des contrats. Okay. Je n'y arrivais pas, je n'y arrive pas. Okay. La raison pourquoi j'ai commencé à faire du stand-up et de l'autoproduction, c'est que c'est moi qui est responsable. Et grâce à Patreon, et grâce à YouTube, et grâce à certains commanditaires, je me sens beaucoup plus autonome. Okay. Je trouve ça extrêmement difficile de trouver des contrats. Je suis pas capable. Alors, excuse-moi, c'est vraiment pas pour te couper, mais ça, c'est une affaire qui m'a tout le temps fasciné aussi. Puis une des raisons pour laquelle le documentaire existe, c'est j'ai filmé des Juste pour Rire Pro ici. Et une affaire qui me choquait souvent, c'est que des fois, tu avais, mettons, genre des tables rondes avec, tu sais, mettons, des auteurs ou quelque chose. Puis Marc Brunet, c'est public, fait que j'ai le droit de le dire. Marc Brunet, une année, s'est fait poser la question comment on fait pour se faire découvrir en tant qu'auteur? Puis il a fait le meilleur truc, c'est se faire découvrir en tant que chroniqueur. Point. Je suis juste comme j'ai rien appris. Puis c'est comme genre, fais-toi engager en radio. Puis c'est juste comme, OK, comment qu'on fait ça? Le truc, c'est de se faire engager en radio. Pour se faire engager en radio, puis je sais pas comment. Comment commencer à travailler, comment trouver des contrats? On dirait que personne ne sait comment. On dirait qu'il n'y a pas de méthode, on dirait qu'il n'y a rien de clair. Parce que Marc Brunet, il a commencé à une autre époque. Oui. Il a commencé dans les années 90. C'est pas contre Marc en passant, je l'adore. Beau monsieur. C'est une autre époque. Maintenant, ce qui est génial, tu as Internet. Les réseaux sociaux et Internet, ça change tout. C'est vrai. Moi, c'est grâce à ça que je travaille. C'est grâce à ça si je crée. C'est grâce à ça si je me suis développé en tant qu'artiste. C'est grâce aux réseaux sociaux. Absolument. Je viens de me rappeler de ma dernière question, pour de vrai. Tu as parlé de ça. Je veux pas qu'on dise les affaires qui ont été dites dans d'autres podcasts nécessairement, mais tu as parlé que ton passage à sous-écoute avec Jean-Thomas Jobin, il était plus préparé que tu l'as laissé montrer sur scène en tant que tel parce que tu voyais ça comme une opportunité, en fait, de lancer un palier de ta carrière. Je pense que tu as un personnage de podcast. T'sais, je t'ai croisé dans la vie aussi. Je pense qu'il n'est pas très loin nécessairement qui t'es dans la vraie vie, mais je pense que tu as un contrôle sur ce qui se passe, toi, en podcast, dépendamment du type de podcast en tant que tel. Est-ce que c'est vrai ou c'est dans ma tête? Je crois que j'ai pas de personnage de podcast. Je crois que je suis écouté, je suis regardé, fait que je laisse des trucs sortir, mais il n'y a rien que j'ai dit dans un podcast. Il n'y a aucune attitude que j'ai dans un podcast que j'ai pas dans la vraie vie. Okay. Je veux dire, je traînais beaucoup j'ai longtemps traîné avec Adib. Comment je suis dans sous-écoute, je l'ai été plein de fois avec Adib. Oui. Sauf que dans la vie, je
pas que c'est un personnage, c'est que je laisse exprimer une certaine partie de ma personnalité. OK. Mais comment je suis à sous-écoute? Je le suis dans un souper de famille. Oui. Pas un souper entre amis, plutôt en famille, je suis pas de même. Là. Plutôt en famille, je me pas. Bref. Ouais, je pense pas que j'ai un personnage de quoi que ce soit. Je comprends. Je comprends la situation. Peut-être que personnage n'était pas le bon terme dans ce cas-là, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un travail dans le sens que... Oui, c'est une performance. Ouais. Il y a des caméras et il y a un public qui boit de la bière et qui ont payé de l'argent. Mm-hmm. Oui. Absolument. Et le truc d'une performance, c'est que ça paraisse pas. Ouais. Autant, mais la bonne nouvelle, c'est qu'autant il y a des gens qui disent, ben là, ils en rajoutent. Ouais. Mais dans la vie, je suis comme ça. Excuse-moi, je Je suis pas de même là, comme ça parce que là, c'est le matin, on discute. Absolument. Plus, ça ne s'arrête pas de rapport si je levais la si voix. on était sous. Il y a ça. Mais c'est simplement... Là, c'était propice. J'ai pas vraiment de questions, mais je t'en ai parlé un peu avant sur le fait que tu es peut-être une des personnes que je connais qui travaille le plus fort sur son podcast. Et en fait, le podcast, un peu comme l'humour, mais le podcast, j'ai l'impression que c'est pire. C'est un peu maintenir l'illusion que rien n'est travaillé, alors que pourtant, ça l'est beaucoup. C'est ça l'art, non? Oui, absolument. L'art cache l'art. Oui, effectivement. C'est fou en plus, genre, parce qu'il y a du monde qui croit ça pour la musique, de genre comme, ouais, non, du Scorpion, c'est improvisé, ça, genre, puis comme, ben non, c'est plein d'affaires, c'est plein de trucs, c'est noté des affaires. Moi, quelque chose qui me fascine un peu, puis pour vrai, ça, s'il y a un move d'autoproduction que j'admire, c'est vos expressions faciales, toi puis Steph, dans Couple Ouvert, qui sont très facilement screen capables. Genre, tu fais un screen cap, puis tu peux faire un meme avec ça, puis ça donne un niveau de participation à votre public, dans votre groupe, que pour vrai, c'est la jungle, mais c'est une belle jungle, ce groupe-là. Pour de vrai, c'est intimidant comment du contenu se crée naturellement. Puis, je pense que vous en avez déjà parlé, vous poussez les expressions un peu à l'extrême pour justement comme stimuler ça. Ouais. Puis c'est fou, c'est de la promo. Je vais utiliser le terme autoproduite, mais c'est littéralement automatiquement produite. Genre, oui. comme c'est organique plutôt. Oui, organique, effectivement. C'est littéralement du monde qui font un palier de votre promotion, genre à votre place, puis qui la font bien, puis qui la font mieux que plein de médias traditionnels. Puis c'est du génie. Je pense pas que c'est génial, je pense que c'est ça le truc pour bâtir quelque chose d'amusant. Ouais. N'importe quoi que tu fais, tu veux que des spectateurs, des gens s'y attachent et se projettent là-dedans. Yes. Alors, c'est ça le but. Allez. Il faut. C'est fait exprès. Je finirai là-dessus. Peux-tu parler d'autopromotion pendant 10-15 minutes? Oui, ou 5 ou 3? Oui, absolument. Voici ce que je pense de l'autoproduction. Premièrement, l'autoproduction, c'est une solution quand les gardiens du temple ne veulent pas de toi. Mm-hmm. Et c'est pas parce que... À une époque, mettons l'époque de Marc Brunet en a parlé, en 97, si certains groupes ne voulaient pas de toi, c'était fini. Tu faisais du théâtre amateur, tu avais un job, puis de temps en temps, tu fais ce que tu avais à faire, mais ça ne peut pas devenir un métier en tant que tel. Mm-hmm. Cette époque est révolue. Maintenant, ce qui est génial, c'est qu'avec les canaux de communication, tu peux rejoindre des gens et tu peux t'exprimer à des centaines de milliers de gens, voire des millions. Kevin Hart, on parle de... un des meilleurs exemples d'autoproduction, c'est Kevin Hart. C'est vrai. C'était son stand-up, tu peux... Il l'a fait chez lui, carrément. Ça se discute. Mm-hmm. Mais l'autoproduction, si tu es humoriste, si tu es musicien, si tu fais de la culture, intéresse-toi au moins à la production de Kevin Hart. Même si tu fais l'inverse, mais c'est un modèle. C'est un modèle. À suivre ou à ne pas suivre, mais c'est un modèle. Il y a un très bon documentaire sur Netflix, je vous recommande de le regarder. J'ai haï ça. Ah, pour vrai? Il est beaucoup plus intéressant quand il passe à la radio. OK, d'accord. Ses meilleurs moments, c'est quand il passe au Breakfast Club. Où c'est le matin, puis il n'est pas tout à fait réveillé, puis sa garde est baissée, là, puis il exprime vraiment sa philosophie d'affaires. Génial. Et aussi avec Marc Maron. Son épisode What the Fuck avec Marc Maron, il explique exactement comment il a fait, et c'est fascinant. Quel bon podcasteur, Marc Maron. Il est grandiose. Alors, l'autoproduction, dans les années 2020, c'est génial. Si le temps ne veut pas de toi. Si le temps veut de toi, vas-y. Puis aussi, ce qui est génial de l'autoproduction, moi, ce que j'ai appris à l'aimer, parce que j'ai pas d'autre manière de fonctionner, tu fais tout. En faisant tout, tu crées tout. Et aussi, ce qui est génial en faisant tout, tu subis rien. Ce qui est plate pour avoir travaillé en télévision, c'est que des fois, tu dois subir le marketing de l'un,
l'image de l'autre, les idées de monsieur ou de madame. T'as pas ça avec l'autoproduction. Non. C'est tout toi. C'est tout de ta faute. Ça, c'est le côté un peu plus négatif. Il y a beaucoup de pression qui vient avec ça. Ce qui est génial aussi de l'autoproduction, c'est que tu peux choisir la grosseur. Ce que je trouve difficile des fois en télévision en ce moment, c'est que tout doit être un gros hit. Oui. Si t'es pas un gros hit, t'es pas bon, t'es un échec. Pour reprendre les mots de quelqu'un qui... oui, à qui il faut que j'arrête de parler, mais... Ce qui est génial, quand tu t'autoproduis, que ce soit de quoi de scénique, de quoi sur Internet, si c'est tout petit, c'est pas grave. C'était ça le but, c'est que ce soit tout petit. Absolument. Hey, j'ai parti un podcast, mais c'est pas aussi gros que sous-écoute. Puis, c'est pas grave. Et aussi, ce qui est génial quand tu t'autoproduis, mettons, c'est important les codes d'écoute ou le cinéma parce que tu as des comptes à rendre. C'est pour ça qu'ils mettent autant d'énergie là-dessus. Il y a plein de podcasts qui sont pas écoutés. Jamais ils vont dire, ben là, c'est moins écouté que sous-écoute. C'est pas grave. Absolument. Ça, j'aime beaucoup ça. Qu'est-ce que j'aime d'autre de l'autoproduction? Ce qui est génial aussi de l'autoproduction, c'est les relations d'affaires que tu as avec plein d'artistes. Oui. Que ce soit avec d'autres humoristes, que ce soit avec des dessinateurs, des réalisateurs, des monteurs. Tu dois apprendre tous les métiers. Pas juste apprendre tous les métiers, tu dois développer ton flair pour trouver le talent. En tant que producteur, moi, je suis d'avis que le plus difficile dans n'importe quelle industrie, c'est de déceler le talent. Oui. C'est pour ça que il n'y a pas tant de bons directeurs généraux dans le sport. C'est pour ça qu'il n'y a pas tant de metteurs en. C'est pour ça que Scorsese, c'est un grand réalisateur. Oui. C'est lui qui est la meilleure monteuse. C'est lui qui trouve les meilleurs... les gens qui font les costumes. C'est lui qui trouve les meilleurs directeurs photo. Absolument. Il trouve le talent. Absolument. Il développe ça. J'aime beaucoup ça. L'aspect que je préfère de producteur, c'est de trouver le talent. De voir le potentiel. Et de construire un environnement où le talent peut bien s'exprimer. Parce que les talents sont différents. C'est pas tout le monde qui exprime son talent de la même manière. Ça, j'aime beaucoup ça. Et aussi, ce qui est génial de la production, c'est que ça t'amène énormément d'humilité. Un truc qui est génial quand il y a une personne qui... Moi, je suis pour que plein de gens se partent des soirées d'humour, plein d'humoristes se partent des soirées d'humour, parce que les meilleurs animateurs à avoir... plutôt, les meilleurs humoristes à avoir sur une soirée d'humour, c'est les personnes qui ont ou qui ont déjà eu une soirée d'humour. Ils ont de l'empathie. C'est vrai. Ils arrivent à l'heure. Ils t'aident pour la promotion. Et aussi, un truc qui est essentiel à la production et en tant que métier. Moi, je parle aux humoristes, c'est la promotion. Ouais. Beaucoup d'humoristes ont horreur du marketing, ils ont horreur de la promotion. Il faut que ça change. Ouais. C'est débile que tu mettes autant de temps à construire quelque chose et que tu ne veux pas convaincre des gens de prendre le temps de le regarder ou de l'écouter. J'entends le fantasme de « je suis tellement extraordinaire que les gens viennent à moi naturellement ». Je t'entends. Là, tu vas me sortir Blanche Gardin. Blanche Gardin n'a même pas de cellulaire. T'es pas Blanche Gardin, c'est une exception. Non, vive Blanche Gardin. Mais je crois que la promotion, c'est essentiel. Et si tu ne fais pas de promotion, il va y avoir deux conséquences. Première conséquence, il y a de bonnes chances que personne prenne le temps de faire attention à toi. Ouais. Deuxième conséquence, quelqu'un d'autre va la faire pour toi. Ouais. Puis va faire une promotion qui ne te ressemble pas et qui ne ressemble pas à ton truc. Un truc qui est horrible. La plupart des bons réalisateurs, maintenant, ils font leur propre bande-annonce. Ouais. C'est pas vrai que j'ai travaillé un film pendant 4 ans, puis il y a un gars dans un sol que je connais pas qui refait mon film, qui le présente, pas comme moi je veux qu'il le présente. Absolument. C'est mon œuvre, tabarnak. Et je suis d'accord avec ça. Je suis en symbiose avec ça. Ouais. Alors, c'est important de faire ta promotion pour que tout te ressemble. Ouais. Prends le contrôle. Et aussi, plus tu fais la promotion, plus tu vas te sentir bien avec ça. Parce qu'au début, quand tu fais de la promotion, tu taillis. Voyons donc que je demande aux gens de venir. Ça fait donc bien, m'as-tu vu? Ça fait petit gars de 6 ans qui monte son pupitre et qui dit « Regardez-moi ». Elle est vraie, cette émotion-là. Oui. À force de le faire, premièrement, tu vas devenir meilleur. Fait que ça va être moins tout croche. Ça va être plus naturel. Plus naturel. Juste meilleur. Et aussi, je suis d'avis, plus tu répètes quelque chose, moins cette émotion-là, tu l'entends. Absolument. Parce que tu t'accordes moins d'importance à cette émotion-là, mais plus, là, il faut que je le fasse parce que sinon, j'arrive pas à mes fins. Le pire, c'est que oui, ça peut se filer comme prétentieux, comme faire de la promotion, mais je trouve que ça ne sera jamais autant de penser que t'es Blanche Gardin. C'est vrai. L'inverse est plus prétentieux, t'as raison. Absolument. Il y a beaucoup de monde, c'est genre l'école de l'humour, en fait, c'est quelque chose que les gens amènent souvent. Je sais pas pourquoi, mais c'est Maud Landry, c'est rendu l'exemple que tout le monde donne. En fait, je sais pourquoi, parce qu'elle est excellente, là, mais les gens sont comme, Maud Landry n'a pas fait l'école de l'humour, pourquoi moi je la ferais? Puis t'es peut-être pas Maud Landry.
peut-être que t'es Maud Landry, mais ça se peut que tu sois pas Maud Landry non plus. Genre, comme tu peux me nommer des exemples de gens qui ont été capables de vendre des billets sans faire de promotion, mais moi, je peux te nommer un paquet d'exemples de gens qui ont vendu des billets en faisant de la promotion. Tu le sais que ça va des deux bords, puis tu le sais que je gagne dans les exemples. C'est quelque chose de très prétentieux de se dire « Mon stock est assez bon que les gens vont en parler anyway. » C'est genre, convaincre les gens, il y a du choix dans la vie, puis c'est... T'as raison, c'est non seulement un talent qu'on doit développer, mais je pense qu'on devrait apprendre à apprécier. Peux-tu te poser une question? Je t'écoute. Tu parlais de l'autopromotion puis de promouvoir ce que tu fais. Puis dans l'autoproduction, tu disais tantôt, animer une soirée, j'étais pas à l'aise de la promouvoir, versus toi en tant que tel en spectacle. C'est quoi pour toi la différence entre les deux? Puis c'est quand tu t'es senti prêt à te promouvoir en tant que spectacle, puis pas encore à ce jour en tant qu'animateur de soirée qui est un autre type de spectacle en tant que tel? Le temps. Ce qui était difficile de promouvoir ma soirée, c'est que c'était la première fois que je le faisais. Fait que je trouvais ça très douloureux. C'était douloureux physiquement et mentalement. J'étais fatigué quand je faisais ma promotion. Je trouvais ça difficile. Je me trouvais pas bon. Je trouvais ça tout croche. J'étais pas à l'aise. Heureusement, Steph m'a énormément encouragé. Merci, Steph. Mais je trouve ça extrêmement difficile. Ce qui s'est produit, c'est passé deux choses. Premièrement, il y a une pandémie. Et avec la pandémie, j'ai eu beaucoup plus de temps sur mon podcast. Et en faisant plus mon podcast, mes réseaux sociaux ont gonflé. Pareil pour YouTube. Alors, c'était plus facile de demander aux gens de venir. Ça fonctionnait. La promotion a commencé à être facile quand ça fonctionnait. Quand je disais au monde, « Hey, on se donne rendez-vous à tel endroit. » Et les gens disaient, « On va être là. » Puis ils se présentaient. Quand tu fais quelque chose qui fonctionne, je pense souvent à l'exemple de Usain Bolt. Il a commencé à faire de l'athlétisme. C'est un joueur de soccer. Oui. Il a dit viens courir. Puis il a fait des temps extraordinaires. Puis tout le monde a trippé. Puis il a fait mais je vais rester ici. Tout le monde m'aime. Je vais revenir demain. Ben oui. Hey! Tout le monde dit que je suis bon. C'est une super énergie. Et l'autre chose qui s'est produit, c'est que j'ai un enfant. Et quand tu as un enfant, tu le fais plus vraiment pour toi. Tu le fais c'est soit je le fais, ou soit je me trouve une vraie job. Parce que cet enfant-là peut pas se nourrir soi-même, peut pas se loger soi-même, puis a besoin de moyens. J'ai besoin que cet enfant-là soit en vie. Alors, c'est vrai. Je me sentais moins coupable de le faire. Je me dis souvent, je dois faire ça pour subvenir aux besoins de mon enfant. Fait que c'est ces deux trucs-là qui s'est passé. Le temps, la pandémie, l'enfant. C'est génial. Quoi d'autre? J'essaie de réfléchir. Ah! Il y a plein, au Québec, il y a plein de bons modèles d'autoproduction. Oui. Tout d'abord, il y a Mike Ward. Mike Ward. Et à mon avis, il y a beaucoup de talent, Mike Ward. J'aimerais l'inviter à avoir cette discussion-là aussi. Il va venir, je suis convaincu. T'es sûr? Je suis convaincu. Demande à Steph de demander. Bref. OK. Mike Ward a beaucoup de talent. Tout d'abord, l'écriture. Moi, je pense que le plus grand talent de Mike, c'est l'écriture humoristique. Il y a beaucoup de talent. Oui, il interprète. Oui, sa musique. Le gros talent de Mike, c'est l'écriture. Un autre talent qu'il y a, c'est le marketing. Ouais. Qui est vraiment bon. Absolument. Il y a une tout le monde dit « Ah, ça, c'est du Mike Ward. » Ben oui. C'est lui qui a inventé ça. Il a inventé que c'est du Mike Ward. C'est lui qui a fait comprendre aux spectateurs qu'il y a un style qui est unique. Ouais. C'est très difficile, ça. Tu parlais de la liste des 15. Ouais. Mike, si tu peux pas avoir Mike... Ouais. Hey, non. T'as pas Mike, c'est juste Mike. Non, c'est ça. Là. C'est seul. Non, mais tu sais, la liste, parce que je t'expliquerais ça, me donner un hors-onde, mais mettons, genre, dépendamment de où est-ce que t'es rendu, mettons, dans ta carrière, mais je veux dire, Mike qui est quand même dans un niveau, dans la liste, même s'ils sont disponibles ou ils sont pas, je pense qu'il y en a 8 à son niveau, genre, comme dans l'histoire du Québec, là, c'est... T'as l'exemple de Mike, de Consortium, qui fait l'autoproduction. Et ce qui est génial aussi de des gens qui s'autoproduisent, quand tu leur poses des questions, ils prennent le temps de répondre. Oui. C'est des gens qui aiment partager ce qu'ils connaissent, parce qu'ils réfléchissent beaucoup. Ils ont beaucoup de temps à réfléchir. Absolument. Et je suis d'avis qu'ils ont l'humilité de ils se sont plantés beaucoup plus souvent qu'ils l'ont eu. Oui. Maintenant, les bons coups sont tellement extraordinaires que ça te permet de vivre. Puis c'est dont on se rappelle, mais on s'est tous plantés. Moi, le premier. C'est du bon monde, c'est le fun. Un autre truc aussi que moi, l'autoproduction m'a amené. Longtemps, j'adorais me plaindre de ma condition. OK. Puis c'était toujours la faute des autres. J'adore me plaindre. L'autoproduction, ça a amené que j'ai plus le temps. Je ne peux pas me plaindre. Les podcasts à mettre en ligne, les podcasts à promouvoir,
des soirées d'humour, j'ai des pacings, j'ai pas le temps. Ouais. J'ai pas le temps. Fait que je parle plus dans le dos du monde, j'ai pas le temps. Asti. J'ai pas... Hey, un tel a fait ça. Ben, ça, c'est quelque chose qu'il a fait. Mais moi, là, faut que j'ai des extraits à mettre en ligne là, de mon podcast parce que si je mets pas d'extrait, j'ai pas d'abonnés. Si j'ai pas d'abonnés, je suis obligé de voler l'épicerie. Asti que c'est drôle, ça. C'est, je finis là-dessus, mais genre, comme parle d'autoproduction, tant que tu as des choses à dire, il n'y a pas de limite de temps. Mais hier, il est arrivé quelque chose, je trouve ça le fun, parce que des fois, j'oublie que c'est ma job de faire ça. Mais c'était ma fête hier, fait que déjà là, j'aurais fait autre chose que ce qu'on a fait hier. Mais on avait un show à Québec, à la Ninkasi. Et pour être 100% honnête, par rapport à comme on y avait été par le passé, on avait tout un peu dans la tête que ça allait être un show de marde. On prenait pour acquis que ça allait être un show de marde, on prenait pour acquis que ça allait mal se passer. Et ça fait partie de ma job d'y croire que ça peut être le fun. J'ai pas le droit de me plaindre, j'ai pas le droit genre d'embarquer dans l'affaire que ça va être un show de merde dans la conversation de groupe, que quelqu'un sur le show m'écrit pour me dire on peut-tu canceller, on peut-tu faire moins de temps, puis juste comme non, on a une parole, on a dit qu'on allait être là, on les a contactés pour le faire ce show-là, on va le respecter. Puis même si moi j'y crois pas, ça fait partie de ma job de dire que ça va être hot, puis de pousser les troupes le plus possible. Puis il est arrivé ce qu'on n'aurait jamais pensé, c'était super le fun comme show. Let's go! Ben oui, man, c'était malade, pour de vrai. Puis on cassait tout du stock, c'était tout des... On était payé 25$, genre, pour rester rien. Wow. Ouais, non, je sais, on a eu du fun, on l'a pas regretté, on a écouté le nouvel album de Nicolas Ciccone, ça fait des super bonnes stories, c'était un super bon moment de char, fait qu'au final, on est tous super contents que ça soit passé, le public était de feu. Des fois, c'est dur, la Ninkasi, mais pour vrai, il était malade hier, on a parlé avec Karen Arsenault, qui est une cool madame, qui est en train de se lancer en humour, puis comme ça va bien, puis vite ses affaires, puis en tout cas, c'était vraiment le fun. Mais moi, j'ai passé toute la semaine à me répéter, j'ai pas le droit de me plaindre. J'ai pas le droit de dire que moi aussi, je pense que ça va être un show de merde. Puis je le pensais, pour être très, très honnête, genre du début à la fin. Mais j'ai pas le temps de me plaindre, j'ai pas le droit. C'est ma job de me dire que ça se pourrait que ce soit le fun. Puis ça aussi, c'est une grosse partie de la job. C'est ça que je voulais compter. Let's go! Oh là là, c'est... T'as-tu des projets ces temps-ci pour les prochaines... Ben, t'as tout le temps des projets. La preuve, t'as plus le droit de te plaindre, mais c'est le temps de te plaindre. Présenter des spectacles. Cool, oui, je fais les soirées des autres. Je suis content. C'est drôle parce que tout ce que je fais, je récolte. C'est pourquoi j'ai fait les podcasts et le reste. Je voulais être celui qui joue tout le temps. Oui. Être celui qu'on appelle régulièrement pour des shows. Ça arrive. Je suis très heureux. Effectivement, c'est très hot. Je serais content pour toi aussi. Qu'est-ce que Mais mes projets, des spectacles un peu partout au Québec. Oui. J'essaie de faire le plus souvent une demi-heure, 45 minutes. Et pour moi, c'est un projet gigantesque. Être bon sur scène, 45 minutes, une demi-heure, bientôt 1 heure. Absolument. C'est un projet à long terme. T'as pas 1 heure déjà? Je peux être 1 heure sur une scène. Ça va être extraordinaire? Pas encore. OK. Tiens-moi au courant. C'est bizarre à dire, mais genre, comme, écris-moi personnellement. J'aimerais ça voir tes spectacles, mais je vais essayer de te suivre aussi à qu'est-ce que c'est ma job, mais c'est... Par plaisir. Je suis vraiment curieux de voir ça, puis refais un 30-30 avec Colin. Je sais pas pourquoi. Je suis motivé. Yes, sir. Je vais te forcer à parler de Deux Princes, parce que je veux juste que tu le fasses. Fait que c'est ça. C'est quoi ton projet, Deux Princes? Deux Princes, c'est très simple. C'est que faire le booking de podcast, c'est compliqué. Oui. C'est compliqué de convaincre du monde de venir au podcast, savoir si tu es la bonne personne, si tu n'es pas la bonne personne. Je demande-tu à lui, je demande-tu à elle, qu'est-ce que je fais? Et j'ai une connexion avec Philippe Audrey. Je tripe sur Philippe Audrey. Ouais. Et l'idée du projet, c'est hey, si c'était tout le temps Philippe Audrey devant moi. Ouais. Fait que Deux Princes, c'est Philippe Audrey et moi qui jasons d'un sujet génial. X. Jamais d'invité? Une fois, on va en avoir un, mais c'est pas encore fait, mais c'est compliqué. Je comprends. Déjà, on voulait avoir un invité, puis c'est compliqué. Fait que c'est ça que j'ai expliqué des fois à Philippe Audrey. C'est compliqué d'avoir quelqu'un. Des fois, je filme des podcasts de genre comme Laurent, genre, il a fait 30 galas juste pour rire. Là, ça n'a pas de maudit de bon sens, mais le booking de son podcast, c'est l'affaire qui le stresse le plus ever. Je suis fasciné. Mais c'est dur. C'est vrai que c'est très, très dur. C'est compliqué. C'est une drôle de proposition, inviter quelqu'un à un podcast. C'est pas encore quelque chose de clair, genre, j'ai l'impression. Ça se peut-tu? C'est juste dans ma tête? Ou... Moi, c'est extrêmement... Ben oui, moi, c'est extrêmement clair parce qu'il est en ligne. Oui. C'est clair. C'est plutôt... C'est compliqué. Comme moi, quand je dis que c'est compliqué, c'est OK, qui j'invite? La journée, c'est-tu bon? C'est-tu bon? J'en ai-tu à chaque semaine? C'est plus ça qui est compliqué. Mais inviter du monde, c'est pas... OK. Je pense que je suis gêné. Je pense que c'est juste ça. Là. Moi, j'ai bien les défauts dans la vie, mais je suis pas gêné. Ah, c'est... Ce qui est un défaut!
Ah, Seigneur Dieu. Respecter les frontières des autres, j'ai pas ça, moi. Ah, tu le fais correct. Toujours. Faut juste que la ligne soit large, mais genre, je te promets, c'est là. J'ai jamais pensé que t'allais apparaître. Les Deux Princes, le titre, c'est une idée à Steph. Ouais, oui, un petit conseil de podcasteur. Ouais. Des podcasts humoristiques, là, où on jase. Ouais. C'est ça, parce que des podcasts, c'est large, là. Ouais. Mets pas d'énergie sur ton concept. Non. Ton concept, il va pas être si original que ça. Arrête. C'est une des... C'est rare qu'on dit « Qu'est-ce que tu aimes de ce podcast-là? » Il est original. Ouais. C'est rare. Sois obsédé par ton titre. Ouais. Tu veux un titre accrocheur, francophone, qu'on se rappelle et que quand je le mets sur Spotify, je le trouve. Ouais. Tu devrais être obsédé par ça, pas ton hostie de concept du calice. Ah non, mais on a tous des chapeaux! Puis on compte des anecdotes qui sont arrivées quand on avait 15 ans. Puis, voyons, pourquoi tu te mets dans une prison? Fuck ça. Pense à un titre. C'est drôle. Je pense qu'on va finir là-dessus, mais t'as-tu vu le film avec Michael Keaton, The Founder? Qui est le gars qui a brandé. Oui! Ouais. À la fin, quand il dit pourquoi tu t'es autant battu? McDonald's. Meilleure fin. Ton nom. Meilleure fin. Le nom, comme... tu peux pas trouver. McDonald's, trop bon. C'est une question, genre, comme, elle m'obsédait pas, mais elle me trottait dans la tête depuis le début du film, de genre, comme, tu sais, pour de vrai, ça aurait été si facile de juste copier ce qu'ils font. Puis il y a juste comme, non, mec, ça s'invente pas. C'est un nom. C'est là. Ça marche. Les gens le reconnaissent. Les gens vont le suivre. Je le savais que ça allait embarquer. That's it. Puis c'est fou, là, il a volé le nom de famille de quelqu'un, là, de deux frères. Là. C'est incroyable, mais en même temps, c'est la meilleure fin pour la meilleure affaire parce que c'est ça au bout du compte. C'est juste si t'es capable de le dire, t'es capable d'être ça. J'ai un concept de soirée d'humour, ça fait des années qu'il n'est plus au Nacho Libre, puis ça s'appelle encore Ciné Nacho parce que ça sonne bien. Ouais. C'est tout. Puis des fois, c'est juste ça, puis ça fait la différence. T'es capable de le dire, t'es capable de venir voir le spectacle. Ah, mais attends, je veux juste te poser une question avant. T'as plusieurs podcasts. Tu sais, tu utilises, c'est de la promotion, dans le fond. Tu utilises un peu les podcasts pour faire ta promotion en tant qu'artiste. Il y a des gens qui tout ce qui les intéresse, c'est mes podcasts, puis c'est ce reste. Mais surtout, tu les fais parce que tu as envie de faire des podcasts, j'imagine. Ouais. Où tu traces la ligne entre la promotion, l'autopromotion, la production, versus ce que tu as envie de faire. Parce que là, tu vas avoir 3 podcasts. Est-ce que c'est toutes tes priorités au maximum ou est-ce que tu échelonnes tes affaires-là en tant qu'autoproducteur? Je suis nul pour gérer mon agenda, puis je suis nul pour gérer mes émotions. Alors, je l'ignore. Puis pour moi, je le dis moi souvent, je comprends pas les frontières. Alors, c'est là où ça m'aide. Ça m'aide, parce que je comprends pas c'est quoi la frontière entre l'autopromotion et un podcast. Puis je trouve ça cool parce que j'ai l'impression, quand tu écoutes mon podcast, tu sens pas que c'est l'autopromotion, tu sens que c'est juste un podcast. Mais en même temps, tu te dis, l'aime bien ce gars-là. Peut-être que s'il est en show dans mon coin, j'irais. Ou pas. Tu fais, waouh, je l'aime, mais quand il est dans un écran, je veux jamais être dans la même pièce que lui. Ouais. PB avait dit ça c'est le premier invité qu'on a reçu. C'est super le fun par la PB aussi. Il était très généreux, mais comme il parlait du fait que lui, il voit beaucoup, en fait, tous ses projets comme une pièce avec différentes portes. J'ai jamais compris cette allégorie. J'ai réécouté cette allégorie-là, mais j'ai pas compris. Okay. Ça sera jamais un architecte, Pierre Bruno. Bon, ben, j'allais la redire, mais si tu l'as déjà entendu, ce sera pas moi qui va te l'expliquer. Je comprends pas l'affaire des pièces, je comprends pas. Ça, c'est le salon, puis ça, c'est la toilette, puis ça, c'est mon sous-sol. C'est mes podcasts. Je comprends pas ce qu'il veut dire par là. C'est drôle. Mais c'est drôle. Les humoristes, c'est une affaire qui m'énerve partout sur la planète. Les Américains, les Français, on veut tellement faire croire que l'humour, c'est autre chose. Non, moi, là, dans le fond, là, je suis pas humoriste, je suis une maison. De quoi tu parles? Non, mais moi, au fond, là, je suis un docteur. Quoi? Comme, des fois, j'écoute les humoristes. Nous, dans le fond, là, on sauve des vies. Ben non, t'es pas un médecin, tabarnak. Quand il y a le monde qui a le cancer, ils ont pas besoin de... Hey, ça va, moi, je suis Patch Adams. Ben non, tabarnak. C'est drôle, ça. J'adore ma scène préférée dans Patch Adams. C'est le personnage joué par Philip Seymour Hoffman, qui est dans Patch Adams, lui, qui fait hey, l'envie, l'important, c'est de savoir c'est qui le patient. Puis j'étais un clown. Puis son co-chambreur, c'est un médecin qui a une rigueur scientifique assez intense, qui crie après. Ouais. Il dit, toi puis moi, on fait pas la même affaire, Caliste. Il dit, quand le monde a vraiment des vraies maladies, ils veulent pas quelqu'un qui connaisse leur prénom, ils veulent quelqu'un qui connaisse le nom des maladies qui peuvent les soigner. Moi, je suis peut-être bête, tabarnak, mais si t'es dans le trouble, je vais avoir les connaissances de te guérir. Puis c'est fascinant. Puis en plus, c'est Philip Seymour Hoffman, fait que c'est bien défendu. Oui, non, mais un scène, il le remet à sa place. Là, le clowness, ça va faire. J'avais jamais pensé re-regarder ce film-là, mon gars. Juste la scène, il l'a sur YouTube. OK. Puis il est dans son livre, il étudie, il se retourne. Puis il fait là, tabarnak, là. Parce que
la médecine, c'est sérieux. Là. C'est pas juste « Ah ouais, mais c'est important. » C'est quoi la couleur préférée du patient? Elle connaît pas la couleur préférée du patient. Il y a le cancer. Mais il y a le cancer. Là, puis qui c'est qui veut que tu penses? Asti que c'est drôle. Son lit de mort, qui c'est qui veut? Moi. Hey, ça, une bonne scène. Ouais, ça, c'est pour tout ce que je filme ici, dans cette... je l'entends souvent. Nous, on sauve des vies avec l'humour. Puis je suis comme... Je vais écouter Patch Adams. C'est un super segment. C'est une magnifique scène. Ah, si bol, c'est nice. J'adore Philip Seymour Hoffman. Une belle journée triste quand il est mort. Là, mais dommage que lui, c'est même pas autant que tu l'aimais. Non, c'est ça, effectivement. Et la plupart des artistes que j'aime, ça me bat beaucoup. J'ai un pattern. C'est un peu ma faute. Pour la 3e fois, merci beaucoup, Thomas Levac. Plaisir. Yes, sir. As-tu une autre question, Oli? Let's go.